Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Séverine Gis, connectée depuis la France et plus précisément de Fontainebleau. Séverine va nous présenter le leadership authentique, comment oser rester soi quand on a du pouvoir. Bonsoir Séverine. Bonsoir Yotis et bonsoir à tous et toutes. Alors Séverine, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je me sens super bien en fait. J'ai ressenti toute ton énergie Yotis, donc ça me l'a envoyé directement. Écoute, je me sens confiante parce que je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne, et puis en même temps avec beaucoup d'humilité parce que voilà, c'est ma vision que je vais vous présenter et on peut toujours avancer et apprendre des autres. Donc, et puis je me sens chanceuse surtout d'être là avec vous. Voilà à peu près mon état d'esprit. Alors Séverine, en fait, ça fait environ 2 ans. La première fois que nous avons échangé sur ce webinaire, c'était il y a 2 ans. Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, je ne savais pas que ça faisait 2 ans tant que ça, mais effectivement, oui, je me rappelle. Je me rappelle parce que je me rappelle de ton énergie, Yotis. C'est incroyable, en fait, quand vous avez Yotis au téléphone, il y a d'un seul coup tout un paquet d'énergie qui arrive vers vous et vous comprenez pourquoi il est là à cette place et comment il peut pimenter et faire vivre toute cette communauté. Donc, je me rappelle de cet échange très fort, de ce moment intense, parce qu'on est parti tout de suite dans une grande discussion. Et c'était chouette, il y avait comme une connexion immédiate. Tu vois, c'est tous ces souvenirs qui me reviennent avec beaucoup de choses positives de ressenti. Donc oui, je m'en souviens. Alors 2 ans, ça veut dire qu'il s'en est passé des choses depuis et moi j'ai cheminé depuis dans mon développement, mais le sujet reste toujours autant d'actualité pour moi. En effet, et on va le dire, hein, on va le découvrir aussi, mais tu es une experte du leadership. Alors partons pour ta présentation, Séverine Gis, coach certifié RNCP 7 PCC de l'ICF avec plus de 500 heures de pratique et une spécialisation en coaching, en communication et en leadership. Séverine, tu es une femme de passion et d'action. Depuis ta plus tendre enfance, tu es animée d'un puissant désir de réaliser tes rêves et de créer ta propre réalité. À l'adolescence, tu écris sur une fiche Bristol que tu accrocheras sur le mur de ta chambre les 3 rêves que tu souhaites accomplir. Réussir le concours de Sciences Po, vivre à l'étranger et faire le tour du monde. En 1995, tu réalises ton premier rêve en décrochant le concours de Sciences Po Lyon. Passionné par la communication, l'écriture, la politique et les relations humaines, tu poursuis tes études à l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication de Paris-Sorbonne. En 1999, tu réalises ton 2e rêve en partant vivre au Canada, qui devient ton pays de cœur. De retour à Paris, tu commences ta carrière comme consultante dans l'agence de communication Boston Marsteller. Désireuse de devenir entrepreneur, tu démissionnes de ton poste à 25 ans et crées ta propre entreprise, une agence de storytelling. Tu l'as fait prospérer jusqu'à atteindre une trentaine de salariés en travaillant pour de grandes entreprises internationales telles qu'Orange, l'aéroport de Paris et la Commission européenne, Boiron, Thales ou même Microsoft. En 2003, juste après l'éclatement de la bulle Internet, tu profites du ralentissement de l'économie pour réaliser ton 3e rêve, faire le tour du monde à pied, en train, en avion, en vélo. Tu sillonnes les 5 continents et en reviens transformé, pleine d'humilité et d'ouverture d'esprit. Touché par l'histoire douloureuse du Cambodge, tu deviens marraine de l'association Tout à l'école qui aide les jeunes filles à accéder aux études et à s'autoriser à prendre des postes à responsabilité. Tu es toujours marraine de cette association 20 ans après. En 2005, tu découvres le coaching et en tombes immédiatement amoureuse. Tu te formes au coaching professionnel et obtiens
plusieurs certifications RNCP 7, PCC ICF, gestion du stress, leadership embodiment et coaching interculturel. Tu crées alors ta deuxième entreprise, Bleu Coaching, dont le nom est un clin d'œil à ta ville de Fontainebleau, surnommée Blo. Convaincu que le coaching peut changer le monde en permettant à chacun de révéler son potentiel, d'être plus aligné et de trouver sa juste place, tu décides de faire connaître ce métier extraordinaire. En 2022, en pleine pandémie de Covid, tu réalises un film pour montrer ce qu'est vraiment le coaching professionnel. Tu convaincs d'autres coachs, dont Alain Cardon, de participer à ce film pour témoigner de leur expérience. Le film est diffusé sur ta chaîne YouTube Blo Coaching et obtient plusieurs dizaines de milliers de vues sans aucun moyen publicitaire. Tu considères ce film comme ta contribution à la promotion du coaching professionnel. Aujourd'hui, tu continues à mener de front ton activité de conseil en communication et ton rôle de coach. Tu es ambassadrice du métier de coach et accompagnes des dirigeants et managers en France et dans le monde dans leur communication et leur leadership. Séverine, coacher est une vocation pour toi. Tu es convaincue que le monde a besoin de leaders authentiques et que le coaching peut aider à faire émerger ces leaders. La question du leadership te passionne. Tu as été sollicité pour un grand groupe français pour mettre en place et animer un ambitieux programme de leadership. Tu es également membre et conférencière du Cercle du Leadership à Paris, co-auteur d'un ouvrage collectif publié chez Erol en 2022, Envier ou Avoir envie. Tu es également auteur de Coaching en communication que voici et Devenir un leader authentique, les deux publiés dans ta propre maison d'édition, Les Essentiels Coaching. Séverine, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à tout ça? Merci Yotis. Tu vois, ce qui me vient là, c'est est-ce que tu m'autoriserais à utiliser tout ton beau pitch là pour le mettre sur LinkedIn parce que tu viens de me faire une promotion fantastique. Avec plaisir. Merci. Qu'est-ce que je peux partager d'un peu plus personnel, peut-être qu'on ne met pas dans une bio comme ça? Je vais vous partager mon rituel du matin. J'ai un rituel du matin qui dure 27 minutes exactement, qui est une méditation. Alors, pour la petite anecdote, je vous raconte le 27. Le 27, c'est mon chiffre bonheur, c'est mon chiffre porte-chance. Je suis née le 27, ma fête, c'est le 27. J'habite au 27. À 27 ans, je suis partie faire le tour du monde. J'ai eu 27 salariés, exactement. Et je viens même de découvrir qu'il y a une autoroute qui relie la France et la Belgique qui s'appelle l'autoroute 27. Et figurez-vous que la Belgique, c'est mes origines, parce que le nom Gis, il est d'origine belge. Donc ça, c'était pour la petite anecdote du 27, mon porte-chance qui me marque et me suit partout. Et pour revenir à la méditation, c'est 27 minutes. C'est un rituel important pour moi. Et pour la petite histoire, sachez qu'au départ, je pensais que c'était pas du tout fait pour moi, la méditation. Je pensais que j'étais loin de tout ça. J'étais plutôt quelqu'un dans l'action. J'avais du mal à m'arrêter 5 minutes. Et j'ai eu la chance d'être formée à la méditation par un maître d'aïkido, il y a une dizaine d'années déjà, et j'ai fini par plus pouvoir m'en passer du tout. Et je me suis rendu compte de toute la puissance et tous les bienfaits de la méditation. Donc maintenant, on les mesure avec les neurosciences, avec les expériences qui sont faites avec Mathieu Ricard. On sait leur donner un sens et un nom. Moi, je le vis pleinement, cette expérience, et j'y associe maintenant en alternance de l'auto-hypnose. Et ça vous permet d'associer un objectif à votre méditation. Et c'est encore plus puissant. Donc, ces deux outils conjugués qui sont incroyables, je trouve. Moi, je peux plus m'en passer. Et ça vous permet dès le matin de vous remettre comme une page blanche. On pose les choses, on pose sa réflexion, on se prépare à rentrer dans sa journée, à rentrer peut-être dans une séance de coaching. Donc, voilà, mon rituel du matin de 27 minutes. Je voulais partager avec vous. Merci Séverine. Alors tu vas nous présenter le leadership authentique. Comment oser rester soi quand on a du pouvoir? Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer ce webinaire, ce sujet ou ce webinaire, plutôt qu'un autre? Alors c'est une bonne question. Alors, vous allez voir, je vais vous donner plein d'anecdotes. Je suis quelqu'un de très concrète. J'aime bien me baser sur des expériences, sur des exemples. Et là, l'expérience qui me vient pour vous montrer pourquoi c'est si important, pourquoi je suis arrivée au leadership authentique, c'est une rencontre, c'est même 3 rencontres. En fait, dans la même période de temps, j'ai eu la chance de rencontrer 3 leaders qui ont vraiment changé ma manière de voir les choses, qui ont fait véritablement la coach que je suis devenue aujourd'hui. 3 leaders.
Le premier, donc 3 leaders très différents. Le premier, c'était le fondateur d'un groupe. Il avait fondé lui-même ce groupe. C'est devenu un groupe international, 5000 personnes dans le monde. Et ce leader arrive face à moi et il me dit, bon, moi, j'ai tout réussi. Hein. Au niveau performance, j'ai atteint le maximum. Mais voilà, j'ai 50 ans. Et moi, là, j'ai un souci, c'est que j'estime que je me connais pas vraiment. Je sais pas vraiment qui je suis. Ça, c'était la première rencontre. Quelques semaines plus tard, vraiment, hein, il y a une dirigeante qui me contacte depuis l'étranger, un pays à l'étranger, suite à une vidéo que j'avais publiée sur YouTube. Et elle me dit, voilà, je suis chef d'entreprise, je dirige une entreprise, on a l'habitude de travailler avec les ministères, on travaille à haut niveau. Et voilà, je sens bien qu'il y a une aspiration à aller plus haut. Mais moi, ça me fait peur, tout ça, parce que les arènes du pouvoir, moi, ce que je veux, c'est rester moi-même, elle me dit. Moi, ce que je veux, c'est pas perdre mes valeurs en route. Ce que je veux, c'est pas me perdre en route. Deuxième. Le troisième, c'est encore une fois quelques temps après. Hein, c'est un directeur marketing dans un grand groupe français qui m'explique que lui, sa stratégie, en fait, ça a été de mettre en place une machine à faux self, je le cite, une machine à mensonges finalement terriblement efficace pour monter dans la hiérarchie, mais catastrophique pour son bien-être à lui. Et il me pose la question, mais comment faire machine arrière? Est-ce que vous pouvez m'aider? Eh bien, je peux vous dire que quand je suis face à ces 3 leaders, moi, je me sens déjà toute petite parce que je les trouve très impressionnants par leur parcours, par leur charisme. Et puis, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux, en fait? Et en même temps, bon, je suis coach, je connais mon métier et je suis touchée par ces grands leaders et par leur vulnérabilité parce qu'en fait, ils me font confiance, en fait. Ils arrivent et ils déposent cette vulnérabilité. On touche déjà quelque chose de profond. Et je me dis, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable ce que me montrent ces leaders. C'est que c'est comme si à chaque fois que vous montez dans la hiérarchie, vous devez renoncer à être vous-même. Ça veut dire quoi, ça? C'est comme si à chaque fois que vous acceptez un poste à responsabilité, à chaque fois qu'on grimpe, on doit mettre un masque, on doit être dans le faux self, on doit rentrer dans ces jeux de pouvoir, on doit jouer au leader parfait. C'est ce que j'avais ressenti de leur discours. Et leader parfait à quel prix? Vous connaissez les chiffres des burn-out. Je crois que c'est 34% en France de salariés qui sont déclarés en burn-out. C'est colossal. Moi, ça me fait froid dans le dos. Et je me dis, OK, il y a une question là. Il y a une question. Est-ce que c'est si difficile? Est-ce qu'on est obligé de se plier au diktat du faux self, des apparences, des arènes de pouvoir? Est-ce que c'est impossible de rester soi-même, de rester authentique quand on grimpe? Parce que moi, si je veux les accompagner, il faut peut-être que je réfléchisse un petit peu à cette question-là. Donc, vient après la question du comment. Voilà comment je suis arrivée à ce livre et à ce sujet, Yotis. Mais c'est une expérience très forte pour moi. Merci Séverine d'avoir déjà introduit ton webinaire. Je t'invite à continuer ta présentation et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Yotis, merci beaucoup. Alors, démarrons ce voyage vers le leadership authentique. J'ai envie de commencer en interaction avec vous par une question toute simple. Qu'est-ce qu'un leader? Est-ce qu'on connaît la recette parfaite pour être un bon leader? Alors moi-même, je me suis posé la question, vous imaginez bien. Moi, j'avais en tête les leaders, tous ces leaders charismatiques, tous ces leaders historiques. Vous savez, Simone Veil, Gandhi, Steve Jobs, Martin Luther King, Einstein, Marie Curie, tous ceux que vous m'avez cités dans le pré-webinaire, d'ailleurs, je vous en remercie. Et je me disais, mais est-ce que ces grands leaders n'ont pas justement réussi ce pari-là de rester authentiques? Parfois, on les a vus vulnérables, mais pourtant, ils sont restés grands, ils sont restés inspirants. Et en même temps, je me disais, oui, mais alors attends, le monde a changé. Aujourd'hui, peut-être qu'on aspire à autre chose, peut-être que les jeunes générations, elles aspirent à autre chose. Oui, mais alors à quoi? Comment on peut faire aujourd'hui pour être un leader authentique? Et puis, je me pose sur les chiffres de la motivation des salariés, et là encore, ça me fait froid dans le dos. Je m'aperçois que 6% seulement des Français se sentent pleinement engagés dans leur mission au travail. Je crois que c'est 16% dans le monde. Alors, est-ce que justement, tous ces salariés, toute cette nouvelle génération n'attendent pas plus d'authenticité de la part de leur manager? Est-ce que le temps des petits chefs, du leadership à la papa, pour reprendre
une expression de mon ami Alain Cardon. Est-ce que ce temps-là n'est pas dépassé? Voilà. Et je vous pose la question, moi j'en suis convaincue, en tout cas, c'est pour ça que je fais ce webinaire et que ce sujet me passionne. Je pense qu'on invite de plus en plus et plus que jamais aujourd'hui les leaders à être authentiques, à être vrais, tout simplement pour réussir à recréer ce lien perdu, cette espèce d'engagement qui n'existe plus, semble-t-il, et pour peut-être arriver à faire le lien entre l'humain et la performance. Alors, avant de démarrer, moi j'aimerais votre avis à vous, parce que vous êtes tous là venus m'écouter et j'ai envie que vous soyez embarqués dans cette réflexion avec moi. Quel est votre ressenti? C'est le premier sondage, si tu veux bien le lancer. Yotis, je te passe le bâton du leadership. Estimez-vous avoir du leadership? Et c'est parti pour le premier sondage. Estimez-vous avoir du leadership? Oui, vraiment. Oui, plutôt. Non, pas vraiment. Je ne sais pas. Et vous êtes très très rapide. Donc, nous atteignons les 80%. Voici les résultats. Avec 53% oui plutôt, 31% oui vraiment, 9% non pas vraiment et 7% je ne sais pas. Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir participé et de vous être exprimé spontanément par rapport à ça. C'est intéressant de voir que certains d'emblée se sentent leaders et d'autres moins. Je ne sais pas quelle croyance il y a derrière, mais il y a une première idée importante pour moi, c'est le leadership, c'est pas lié à une fonction qu'on occupe, en fait. On n'a pas besoin d'être un grand dirigeant du CAC 40 pour être un leader. Vous pouvez repérer des leaders dans la cour de récré d'une maternelle. Quand vous voyez un enfant là qui est en train de lancer un jeu et qui est capable de mobiliser tout le monde autour de lui en quelques secondes, vous avez un leader là. Vous avez un leader né. À l'inverse, dans l'entreprise, vous pouvez avoir des leaders. Alors, tout en bas de la hiérarchie, vous pouvez avoir des personnes qui sont leaders, même s'ils n'ont pas le titre. Et puis, à l'inverse, vous avez des personnes qui sont nommées avec des titres parfois un petit peu ronflants, de directeur, vice-président, leader, et qui peuvent manquer cruellement de leadership. Donc, c'est la première idée importante pour moi, c'est que le leadership n'est pas lié à un diplôme ou à une étiquette inscrite sur une carte de visite. Alors, on va avancer dans la réflexion. Si ce n'est pas la fonction qui fait leader, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un modèle? Qu'est-ce qui fait le point commun entre tous ces leaders qu'on a évoqués tout à l'heure, que vous m'avez cités dans le pré-webinaire, un Nelson Mandela, un Steve Jobs, une sœur Emmanuel, une Oprah Winfrey ou un Yotis qui est capable de rassembler là, des milliers de personnes autour d'un webinaire ou autour d'un futur congrès? Qu'est-ce qui fait le point commun? Existe-t-il un modèle de leadership? Alors, je me suis posé la question, j'ai cherché pendant plusieurs années cette réponse, ces dernières années en tout cas. J'ai discuté beaucoup avec des entrepreneurs, avec des managers, avec des professeurs de leadership, avec des psychologues experts du sujet. J'ai lu des livres, parce qu'il y en a plein sur le sujet. Je suis même rentrée au cercle du leadership à Paris pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver moi aussi la réponse à cette question. Alors, je vais vous partager un semblant de réponse, en tout cas une piste. Je ne vais pas citer toutes les études qui existent sur le sujet, ça prendrait trop de temps et puis il y en a d'autres qui le feront peut-être mieux que moi, mais 2 dates, 2 personnages. 1944, le psychologue américain Kurt Lewin conduit une expérimentation sur un groupe d'enfants dans un centre de loisirs. Et il parvient à dégager 3 styles de leadership. Il dit il y a le leader participatif, directif, délégatif. OK. Donc, il y aurait des leaderships. Donc, chaque leader peut choisir le sien finalement, peut s'habiller de son costume de leader. À vous, coach, d'accompagner les clients pour l'aider à trouver le sien. On va faire un bond en avant, on va prendre un raccourci. On arrive en 2002. Daniel Goleman, qui est un psychologue américain, vous le connaissez sans doute pour le livre L'intelligence émotionnelle qu'il a publié. Et lui, il fait aussi ce travail-là, cette même question, et il arrive à dégager 6 styles de leadership, il dit autoritaire, visionnaire, collaboratif, participatif, chef de file et le leader coach. Donc, moi, je me dis, visiblement, il n'y a pas un modèle, c'est sûr. Il y a des styles de leadership. Et nous, les coachs, ça nous offre une belle grille de lecture pour accompagner nos clients et nos leaders. Ouais, sauf que, moi, j'ai une question pour vous. Je me suis posé la même.
est-ce que vous reconnaissez dans ces catégories-là? Vous pouvez répondre dans les commentaires, hein, et Yotis, tu peux me partager les réponses qui viennent au fil de l'eau. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces catégories de leadership spontanément? On nous dit pas vraiment de la part de Karine. Oh là là, ça s'enchaîne. Visionnaire à fond, nous dit Virginie. Sonia, oui, dans plusieurs. Laetitia, un mix de tout. Manon, directif. Sylvie, pas vraiment. Abdelhamid, pas vraiment. Visionnaire participatif de Marie-Louise. Natacha, coach et collaboratif peut-être. Johan, collaboratif. Josiane, un mix de tout. Anne, visionnaire participatif coach. Paul, du mix de tout cela. Oh là là, ça continue, ça s'enchaîne. Vous êtes vraiment très réactifs ce soir. On en prend encore 2, 3. Participatif de la part de Mourat, Monique, coach. Et dernier, on va prendre Benoît, mix. Alors, mix, c'est bien de finir là-dessus parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Finalement, c'est difficile de rentrer dans une case et c'est un peu le problème que ça me posait, moi, c'est d'essayer de faire rentrer les personnes et se faire rentrer soi-même dans une case en choisissant. Finalement, je vais être plus ça ou plus ça et puis ensuite, on va peut-être se sentir obligé de se conformer à ce modèle-là. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes un mix. Peut-être que vous êtes le leader visionnaire quand vous avez une idée de génie, mais peut-être qu'à un autre moment, vous vous sentez leader collaboratif parce que vous venez de mener un coaching d'équipe et vous avez fait avancer l'équipe. Peut-être aussi que vous avez été à un moment leader autoritaire parce que vous aviez besoin, là, à ce moment-là, de faire passer une décision difficile. Donc finalement, est-ce que vous n'êtes pas un peu leader collaboratif, un peu leader coach, un peu leader visionnaire selon les moments? Donc, j'invite simplement à la nuance et c'est ce que j'appelle la magie du « et » au lieu du « ou ». On n'est pas obligé de choisir. On peut être l'un et l'autre plutôt que l'un ou l'autre parce qu'on est des êtres complexes et uniques et nos clients aussi. Donc, ça ouvre plus de possibilités pour nos clients, tout ça. Et ça ouvre la voie vers un leadership qui est unique, qui est plus authentique et qui est ouvert à la diversité. Alors, je vais vous raconter encore une anecdote. J'en aurais plein, mais je vais vous dire comment je suis arrivée, moi, à la conclusion que finalement, peut-être que le seul style de leadership suffisamment ouvert, c'était le leadership authentique. J'étais, il y a quelque temps, avec un directeur d'une belle boîte en France et on était en train de travailler sur son leadership et sur ses prochaines prises de parole. Et j'ai un jeu de cartes que je vous présente ici, que j'utilise, que j'ai inventé, qui est tout simple. Il y a 3 cartes, 3 mots. Et je lui pose ces 3 cartes sur la table et je lui pose ma question de coach. Est-ce que ça te parle? C'est tout. Et spontanément, il me prend la carte du milieu, là. Il me dit, moi, je suis leader visionnaire. Je suis plutôt celui-là. Alors moi, comme je suis coach, j'ai la manie de poser des questions tout le temps, peut-être comme vous. Je lui demande, OK, qu'est-ce qui te fait dire ça? Raconte-moi, dans quel cas tu as été ce leader visionnaire? Très bien. Et puis, je continue, je l'interroge sur les cartes silencieuses, celles qu'il n'a pas choisies pour une raison ou pour une autre. Puis, je lui dis, mais en fait, est-ce qu'il y a des moments où tu as pu te reconnaître dans le leader performance? Il réfléchit et puis il dit, oui, par exemple, quand je présente les chiffres au COMEX, c'est sûr que là, je suis en plein dans le leadership performance. Oui, c'est vrai. OK. Est-ce qu'il y a d'autres moments où tu te sens peut-être leader coach? Réfléchis, ça va vite dans son cerveau. Donc, il me répond, oui, tiens, récemment, j'ai eu le cas, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui avait un problème et là, j'ai fait un peu comme toi, Séverine. Il me dit, je lui ai posé des questions, je l'ai aidé à avancer. Donc, alors finalement, quel leader es-tu? Je lui dis. Et de lui-même, en entendant ces mots que moi, je fais que reprendre en miroir, comme tout coach, il en conclut que finalement, il est un peu les 3. C'est un peu un mixte et que lui, ce qui est important pour lui, c'est pas de rentrer dans une case, c'est d'être authentique. Et ce jeu de cartes, je l'ai utilisé avec plein d'autres clients et à chaque fois, j'en suis arrivée à la même conclusion de mes clients qui me disent, moi, ce que je veux, c'est rester moi-même. Moi, ce que je veux, c'est être authentique. Donc, aidez-moi justement à faire ce chemin. Et ça a été un déclencheur pour moi, en fait. Je me suis dit que l'authenticité, c'était certainement le seul chemin pour guider nos clients vers le leadership. Alors,
Soyez vous-même, vous l'avez entendu plein de fois, moi aussi, et je l'entends de plus en plus. Moi, j'adore le jazz, alors je vous ai mis une image de Miles Davis. Miles Davis, c'était un leader. C'était un leader, d'ailleurs, il n'était pas toujours très commode. Et quand il trouvait qu'un musicien n'était pas dans le juste ton, ça sonnait pas bien pour lui, il lui disait, écoute, c'est simple, tu n'as qu'une chose à faire, sois toi-même. Ça voulait dire, laisse aller ton intuition, ressens la musique, joue avec ton cœur. Et ça rejoint la citation que je vous ai mis à côté d'Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont pris. Alors, il n'y a pas que lui qui a dit ça, je l'entends de plus en plus dans mon environnement. On parle de plus en plus de être soi et être authentique dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur, Jean-Dominique Sénard, c'est l'année dernière au Cercle du Leadership, leader inspirant au possible, d'une humilité incroyable. Jean-Dominique Sénard, c'est l'ancien président du groupe Michelin et du groupe Renault. Il a été élu meilleur leader au Cercle du Leadership, c'est 2016, si je me souviens bien. Et l'image que vous voyez, c'est lorsqu'il est face aux étudiants de HEC, c'est son ancienne école. Il fait un discours très fort, très inspirant, et il leur dit, vous n'avez qu'une chose à faire, ayez l'ambition d'être vous-même au service des autres. Autrement dit, l'un des plus grands défis des dirigeants encore aujourd'hui, c'est de réussir à rester eux-mêmes quand ils sont au pouvoir. Ça veut dire que la tâche est peut-être pas si facile que ça n'y paraît. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un chemin qui nécessite un travail sur soi. Alors, avant de creuser avec moi sur la question de l'authenticité, je voudrais lancer un deuxième sondage, s'il te plaît, Yotis. Et vous sondez, vous, sur votre perception de l'authenticité. Que signifie pour vous être authentique pour un leader? Je vous suggère 5 réponses, c'est une suggestion. Dites-moi simplement si l'une vous parle plus qu'une autre, tout simplement. Et voilà, donc, que signifie être authentique? Donc, être fidèle à soi-même, faire des choix fondés sur nos valeurs, être toujours sincère, bien se connaître et savoir être agile. Aucune de ces réponses. Donc, vous avez quelques secondes pour voter. Vous atteignez bientôt les 80%. On va arrêter le sondage ici et voici les résultats. Avec 37% être fidèle à soi-même, 36% faire des choix fondés sur vos valeurs, 16% bien se connaître et savoir être agile, 8% être toujours sincère et 3% aucune de ces réponses. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, vous voyez, on commence à voir dans vos réponses que c'est pas si facile que ça de définir clairement ce qu'est l'authenticité. Et le piège, pour moi, parce que c'est un mot qui devient de plus en plus galvaudé de nos jours, il faut être authentique, tout le monde doit être authentique, et ça serait de l'associer à une idée un peu trop simpliste. Donc, je vais vraiment utiliser vos réponses et je voudrais qu'on explore ensemble ces différentes réponses et qu'on affine un petit peu la question. Prenons la première. Pour ceux qui ont répondu, l'authenticité, ça veut dire rester fidèle à soi-même. On parle de leadership de soi, d'ailleurs. J'ai lu ça dans des blogs. Mais alors, ça veut dire quoi, être soi? De quel soi parle-t-on? Par exemple, est-ce que le leader que vous avez été, ou qui a été votre client, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, 70 ans, est le même? Bon, il y a de fortes chances que non, parce que votre moi évolue dans le temps. Alors, je vais prendre un exemple. J'ai accompagné un dirigeant qui, à 30 ans, il m'expliquait, en fait, il sortait de l'école, école de commerce. Donc, lui, il avait plutôt des valeurs qui étaient la performance, le résultat, le travail, le contrôle. Ce qui comptait pour lui, c'était ça. Donc, il a fonctionné comme ça pendant plusieurs années. Et quand il arrive en face de moi, il a 45 ans. 15 ans plus tard, il a pris un nouveau poste de direction. Et il me dit, moi là, j'en peux plus, ce mode de fonctionnement, là, moi, je me sens épuisée. Donc, j'ai 45 ans, il y a quelque chose à changer. Je voudrais être plus humain, mais voilà, je sais pas bien faire parce que moi, c'est pas ce qu'on m'a appris, en fait. Donc, solliciter un coaching pour l'aider à travailler là-dessus.
Alors, il a tellement changé en fait sa façon de faire qu'il a même été jusqu'à faire une formation de coach de dirigeant et il est devenu même lui-même coach de dirigeant. C'est toujours le même homme, mais à des moments de vie différents, avec des prises de conscience à certains moments de sa vie. Donc le leadership de soi, oui, mais à quelle période, à quel soi on se rattache. Toujours le même risque, hein, c'est de s'enfermer dans une croyance ou dans une case qu'on va associer à quelque chose d'un peu trop rigide et de vouloir s'y coller tout le temps. C'est pour ça que moi j'aime bien challenger mes clients, bousculer un petit peu leurs croyances ou leurs affirmations quand ils me disent « je suis un leader performant, je suis un leader visionnaire ». Ah oui? Est-ce que vous êtes toujours un leader performance en toutes circonstances? Dans quel cas vous l'êtes? Dans quel cas vous ne l'êtes pas? Et donc, vous allez amener comme ça votre client vers une quête de lui-même un peu plus subtile, en fait, avec un juste dosage qui évite de se laisser aller dans une case qui finalement est très confortable, mais qui est un petit peu restreinte. Voilà, donc ça challenge aussi les croyances. On va passer au deuxième choix. La deuxième réponse, pour ceux qui m'ont donné cette réponse-là, c'était être authentique pour un leader, ça voudrait dire faire des choix fondés sur ses valeurs. Plusieurs d'entre vous m'ont évoqué ça d'ailleurs dans l'exercice pré-webinaire. Alors oui, être authentique, ça veut dire décider en fonction de ses valeurs. Mais encore faut-il les connaître, ces valeurs. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peu de leaders qui ont fait ce travail d'introspection que nous, on leur permet de faire. Hein. Il y en a peu qui ont posé leurs valeurs sur la table, qui ont priorisé leurs valeurs et qui ont dit « moi, je raisonne en fonction de ça, c'est important pour moi ». Donc, ils n'ont pas forcément conscience à quel point ça les conditionne. Je vais vous donner un exemple, encore une fois. Une manager qui elle avait développé énormément de scrupules. Pourquoi? Parce qu'elle venait d'avoir un enfant, il était à la crèche et elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle aille chercher sa fille à la crèche tous les soirs, ou trois fois par semaine. Et son manager commençait à lui reprocher en lui disant « tu négliges ton travail, tu pars trop tôt », voilà, ou des remarques déplaisantes. Donc, c'est quelque chose qu'elle vivait mal. Et nous, en faisant ce travail sur les valeurs, elle a réalisé en fait à quel point la valeur famille était centrale pour elle. Et donc, en cheminant par rapport à sa problématique, elle a pu en fait aller voir son N+1, tout simplement lui dire de manière authentique, directe, simple, écoute, voilà, moi j'ai besoin de partir parce que la famille c'est important pour moi, je ne veux pas négliger ça, c'est important pour moi. Mais je fais aussi mon boulot, je m'organise pour que le boulot soit fait. Et je vais même plus loin, c'est que je laisse à mes équipes le choix de faire la même chose. Ok, tout était clair, tout était dit clairement, et toute la tension, hop, a disparu. Donc elle s'est libérée, elle, mais elle a libéré aussi toutes ses équipes qui étaient dans la même problématique. On retrouve la problématique de l'équilibre pro-perso, et l'importance d'une communication. Des fois, quand on dit les choses clairement, simplement, ça règle bien des problèmes. Donc oui, c'est important de connaître ses valeurs et c'est important aussi de voir que ces valeurs, on en a plusieurs. Alors là, on rentre aussi dans un niveau de complexité plus important. Ces valeurs, on en a plusieurs, elles peuvent évoluer dans le temps et on peut même les activer à des périodes et des moments différents. Je vous donne un autre exemple. Alors, cette fois, c'est un client. Alors, au départ, il a managé une 50aine de personnes. Leadership, un peu autoritaire, contrôle à la papa, croyance en contrôle, donc tout va. Et il avait obtenu des résultats, effectivement, en manageant comme ça. Donc, il avait eu une promotion puisque ça marchait, son management. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il arrive face à moi, il me dit, bon, je viens d'être promu, moi, j'ai plus 50 personnes, maintenant, j'en ai 350. Donc, moi, je connais mon schéma, il fonctionne bien, je veux continuer à faire la même chose. Sauf qu'avec 350 personnes, continuer à manager avec le leadership, contrôle, micromanagement, ça marche plus, ça risquait de coincer un petit peu. Donc, moi, je lui ai demandé, on a fait ce travail sur les valeurs, quelle autre valeur tu pourrais peut-être mobiliser pour t'adapter à ce nouveau contexte, à cette nouvelle situation de management. Et dans ces réponses, il y avait d'autres valeurs très belles comme l'intelligence adaptative, la faculté d'adaptation. C'était intéressant parce qu'il a pu comme ça ajuster sa posture sans avoir l'impression de se trahir pour s'adapter dans ce nouveau contexte.
Donc, il est devenu clairement un manager beaucoup plus souple. Il a appris à se détacher de son étiquette qui se collait à lui-même, mais qu'on lui collait finalement, le manager contrôle, le manager performance. Il a évolué, lâché prise, lâché un petit peu de son perfectionnisme, parce que finalement, pas le choix, mais tout en ayant l'impression de rester en phase avec ses valeurs. Plus la première, mais la deuxième. Donc, c'est aussi cet équilibre à trouver avec nos clients pour rester authentique, fidèle à ses valeurs, mais en s'adaptant aussi au contexte. On va sur la troisième réponse. Alors, est-ce qu'il faut, pour être authentique, est-ce qu'il faut être toujours sincère? Est-ce que vous imaginez un leader, un Emmanuel Macron, qui dévoile tout ce qu'il pense à tout moment, tout ce qu'il ressent sur les gros sujets, la guerre en Ukraine, le putsch au Gabon, Poutine, la grève, l'inflation, etc. Est-ce que c'est ça qu'on attend de lui? Je vous ai mis Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, président de la France. Il a fait d'une certaine façon le choix d'une sincérité dans son style de leadership. Il a dit, moi je dirais, je serai le président sincère, authentique. Ça s'est traduit par des mots un peu maladroits que peut-être il regrette aujourd'hui, racaille, Karcher. Donc, sincérité, quel est le bon curseur? Poser la question, c'est ce que je fais moi avec mes clients en tout cas, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous placez en fait votre niveau de sincérité, jusqu'où ça va, qu'est-ce qu'on attend vraiment de vous? Est-ce qu'on attend de vous une sincérité absolue à tout moment, surtout quand on est à un poste à responsabilité, a fortiori quand on est en politique? Donc, sans aller jusqu'à mentir, sans aller rentrer dans le faux self, parce que de toute façon, ça sera vite démasqué, c'est plus de trouver le juste dosage pour leur prise de parole, pour s'adapter aussi à la situation et aux personnes qu'ils ont en face. J'ai encore un exemple très concret, c'était une manager qui avait jusqu'à présent, elle avait géré des projets un peu transverses et elle devenait directrice, mais avec un poste à responsabilité, une équipe à gérer. Seulement, on était dans une situation très difficile, c'est les contextes de restructuration dans les groupes. Et elle me disait que elle, son style de management, c'était justement d'être sincère tout le temps. C'est comme ça qu'elle allait se sentir bien. Elle ne pouvait pas retenir l'information. Elle était dans le partage. Donc, elle réunit son équipe et elle décide de leur partager ouvertement les doutes, les peurs qu'elle a par rapport à cette réorganisation. Et elle leur dit quelque chose comme ça. Voilà, je vais être sincère avec vous. Je ne suis pas sûre de réussir dans ma mission. Je vous avoue que ça me fait peur. Les chiffres sont mauvais. Je vais devoir faire des sacrifices. Et j'ai besoin de vous pour m'aider. À ce moment-là, dans cette entreprise, dans ce contexte, les salariés, ils avaient besoin d'un leader fort. Ils avaient besoin d'être rassurés. On pouvait leur dire certaines choses. Mais elle avait juste oublié une chose, c'est de les rassurer, leur dire que elle allait malgré tout faire pour avancer avec eux. Donc, elle leur a renvoyé de façon anxiogène son mal-être. Et la DG a dû démissionner quelque temps après. Il n'y a pas toujours des happy end. Autrement dit, ces mots, dans ce contexte-là, n'étaient pas adaptés au public et au contexte. On n'arrive pas à un haut niveau comme ça sans une certaine subtilité, une capacité à doser le niveau de sincérité et où on place le curseur de l'authenticité. J'arrive à ma quatrième réponse, c'est la dernière. Le leader authentique, c'est quelqu'un qui se connaît bien et qui sait être agile. Je vais encore vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, c'est une équipe de chercheurs qui est allée voir le comité consultatif de la Stanford Graduate School of Business, 75 membres de ce comité, en leur posant la question suivante. Pour vous, qui êtes des spécialistes, quelle est la compétence la plus importante pour un leader? À votre avis, quelle est leur réponse? Vous pouvez me partager vos avis dans les commentaires. À votre avis, quelle est la réponse? Quelle est la compétence la plus importante pour un leader? Alors, donc, Nathalie nous dit fédérer, Claudine nous dit l'intelligence de la situation, Nicole nous dit inspirant et humble, Frédéric nous dit visionnaire, Axel, l'intelligence est la capacité qui fait que je m'abstiens, Chirine, la flexibilité,
Lionel, empathie. Alors, je vais les enchaîner. Conscience de soi, résultat, exemplarité, bien communiquer, intuition, flexibilité, écoute, agilité, savoir prendre des décisions, être humain et avancer avec son équipe, sportif, influent, humilité et inspiré, l'authenticité et inspirant, exemplarité, visionnaire, écoute, inspiré et guidé, l'intelligence émotionnelle, influencer positivement et ça continue, ça continue, ça continue. Génial, vous avez plein d'idées. Alors, je crois que dans la liste, je l'ai entendu, la réponse de ces 75 membres. Alors, on aurait pu croire spontanément que c'était la performance, le charisme, la compétence, l'éloquence, des choses comme ça. Ben non, en fait, leur réponse, ça a été la connaissance de soi. Pour être un bon leader, il faut d'abord bien se connaître. Et bien se connaître, ça nécessite ce que vous savez, c'est-à-dire d'être capable de dépasser ses croyances limitantes, d'être capable de faire un travail sur soi, la connaissance de soi. Donc là, on est en plein en lien avec l'authenticité. Pour être un bon leader, la clé, ça serait la connaissance de soi. D'après ces éminentes personnes. Alors, je vous parle des croyances limitantes. Quand on parle d'accéder à un poste à responsabilité, j'ai accompagné il y a quelque temps une manager qui était pressentie pour un poste à responsabilité important. Et elle me dit, ouais, mais tu sais, Séverine, je ne sais pas si je vais y aller parce que moi, j'ai pas envie d'être directrice, en fait. Directrice, alors, je questionne le verbal. Qu'est-ce que ça veut dire, directrice, pour toi? Il y a quoi derrière ce mot? Et elle me répond, tu sais, le codir, tout ça, c'est des gestionnaires. Ce qu'ils veulent, c'est des chiffres, c'est des KPI, c'est les jeux de pouvoir, c'est le faux self. Donc, et moi, elle me dit, je suis pas faite pour ça. Moi, je suis faite pour l'humain. Et là, vous questionnez, en fait. Comment tu sais que c'est ça qu'ils attendent de toi? Tu leur as demandé? Est-ce que le leader qui veut des chiffres, il ne peut pas être aussi humain? Je lui demande, est-ce que tu connais, toi, des leaders qui sont performants et humains? Et comment ils sont, les leaders que tu apprécies? Ah bah oui, finalement, ils sont humains et puis ils manipulent les chiffres. Donc, en questionnant comme ça sur les croyances, en fait, on s'est rendu compte qu'elles se limitaient elles-mêmes pour accéder à un poste à responsabilité. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes, sans caricaturer, qui font ça, ce travail de presque d'auto-sabotage, parce qu'elles se font une certaine idée du pouvoir et elles se disent, bon, c'est pas pour moi. Donc, il faut bien se rappeler que voilà, la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que c'est notre croyance qui crée notre réalité et c'est notre croyance limitante qui peut brider notre authenticité. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on va se raconter qui peut être un moteur ou un frein. Voilà. Et c'est le grand paradoxe dans les écoles de commerce, c'est qu'on continue à enseigner aux dirigeants que le leadership, c'est la performance, c'est les chiffres, plutôt que l'authenticité et le lien humain. Donc, on se retrouve avec ce gros paradoxe à gérer. Je trouve que c'est en train de changer malgré tout parce que le coaching rentre à HEC, par exemple. Les dirigeants se mettent aussi à se faire coacher et à devenir coach de dirigeants. Donc, je pense qu'on est en train de faire évoluer un petit peu les mentalités. OK, on avance. Je voudrais vous parler de ce monsieur Bill George, parce que le leadership authentique, bien évidemment, je n'étais pas la première à en parler. Et un des personnages qui en a parlé assez rapidement, avec éclat en tout cas, c'est lui, c'est Bill George. Donc, je vais vous raconter la petite histoire de Bill George. C'est l'ancien PDG de l'entreprise Medtronic aux États-Unis, professeur à Harvard. On est en 2003. Alors, éclatement de la bulle Internet quelques années avant, l'économie était dans un bouillonnement, il y a un certain besoin d'apaisement, de retour à l'équilibre, et Bill George publie son livre. Ce livre a un retentissement important dans le monde du management. Il exhorte en fait les leaders à avoir le courage d'être authentiques. Beaucoup de dirigeants adhèrent à la vision et donc il lance avec une équipe de chercheurs une recherche, une étude qui part interroger 125 dirigeants en leur posant la question, alors, vous qui êtes identifié comme un leader authentique, comment vous avez fait? Comment faire? Et la réponse de cette étude, c'est que tous les dirigeants disent la même chose. Mais écoutez, nous, on n'a pas cherché à copier quelqu'un, on n'a pas de leader modèle, on s'est construit par nous-mêmes, en fait. On s'est appuyé sur notre histoire, on s'est bâti, voilà, on a construit notre propre leadership. Et il s'est appuyé sur nos échecs, sur notre histoire, et on s'en est servi pour rebondir. L'exemple le plus
peut-être emblématique, c'est celui de Simone Veil. Alors, Simone Veil, un leader effectivement emblématique, survivante de la Shoah. Simone Veil, elle a su prendre appui sur son passé pour aller trouver la force d'aller chercher le pouvoir. Et ce pouvoir lui donnerait le moyen d'action pour changer la vie des femmes, d'une certaine façon, pour permettre l'accès à la pilule, vous connaissez, pour faire adopter l'IVG. Et c'est une leader qui a toujours eu le courage de rester elle-même, fidèle à ses valeurs et à sa mission de vie, en quelque sorte, puisque sa mission de vie, ce qu'elle voulait, c'était redonner de la dignité aux gens. Et elle a su se montrer vulnérable à certaines occasions. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un moment clé. 1994, elle est ministre de la Santé. C'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Et toute son équipe, avec la presse, a organisé un point de rencontre. Elle doit aller dans une chambre de malade, sortir, parler à la presse, et hop, on lance le 20h. Sauf que elle, Simone Veil, elle veut être authentique, elle veut pas d'un faux scénario. Donc, elle veut vraiment parler avec un malade, dans une vraie chambre, avec une vraie personne. Elle le fait. 19h55, elle est censée sortir de la salle, parler à la presse. Elle ne sort pas. Elle est en larmes à l'intérieur. Elle est effondrée par l'échange qu'elle vient d'avoir avec le malade. Vous savez, j'en suis émue, moi aussi. Et le tournage n'aura tout simplement pas lieu. Et c'est pas grave. Parce que Simone Veil, elle refusait le faux, mais elle agissait en vrai. Voilà, donc c'est vrai que ça me touche, Simone Veil, parce qu'elle nous donne un exemple d'un leader vraiment authentique, au service de sa mission de vie a fortiori. Voilà, j'aurais pu vous parler d'Oprah Winfrey, qui a également eu un passé sur lequel elle a su rebondir. Donc finalement, j'arrive à une conclusion, une espèce de modèle en cheminant. Je crois que le leadership authentique, c'est finalement celui qui arrive à être un leader agile, suffisamment agile, une sorte d'équilibriste. Et je suis arrivée à la conclusion avec ce schéma, vous voyez, qu'il fallait passer par 6 étapes importantes. Ça peut être une grille de lecture et d'accompagnement de nos dirigeants. Il faut se connaître suffisamment bien. Il ne faut pas avoir peur d'afficher sa vulnérabilité, mais en trouvant le juste dosage, pas effrayer non plus. Il faut savoir communiquer avec intelligence, avec empathie. Il faut savoir mettre son action au service de sa raison d'être, comme l'a fait Simone Veil et d'autres. Et il faut savoir utiliser son intuition et son énergie pour la déployer et embarquer les autres. Donc, vous voyez, c'est un équilibre finalement en toute subtilité et loin du leader parfait que parfois on veut bien nous faire croire, qui n'existe pas. Parce que je crois que les jeunes générations notamment attendent ce changement-là. Et de toute façon, le faux self, il est vite démasqué. Hein, c'est pas une spécialiste des neurosciences, mais mon petit passage par les neurosciences, le phénomène de résonance, de toute façon, vous percevez inconsciemment le manque d'authenticité de quelqu'un, rien qu'en le regardant. Donc, autrement dit, toute cette dispense d'énergie, tout ce faux self, c'est coûteux en énergie et en plus, ça sert à rien, c'est pas très efficace. Donc, être authentique, ça veut dire avoir le courage d'être soi, d'oser parfois être vulnérable, imparfait, d'oser dire bah ouais, j'ai peut-être pas raison là, même si je suis directeur, j'ai peut-être pas raison, t'en penses quoi toi? Ça veut dire ne pas être sachant, mais s'appuyer sur ses équipes. Ça veut dire être capable de dire je sais pas, je me suis trompée, et être peut-être parfois vulnérable. Je vous ai parlé de la vulnérabilité, mais celle qui en a le mieux parlé, c'est elle. C'est Brené Brown. Brené Brown, vous avez peut-être vu son webinaire, son TEDx incroyable qui a fait 50 millions de vues. Elle explique le leadership authentique. Ça veut dire oser dire je sais pas, j'ai un doute, cette situation m'émeut, je me suis trompée, je suis désolée. Et c'est ça qui fait le lien entre les individus, c'est ça qui fait qu'on est humain et qu'on peut avancer. C'est aussi ça ce qu'on attend d'un leader. Voilà. Et moi, j'entends trop souvent des patrons, encore maintenant, me dire mais je peux pas me montrer faible. Moi, les équipes attendent de moi que je sois fort. Il faut que je montre l'exemple. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe au bout?
on a ce qu'on appelle la solitude du dirigeant. Moi, j'ai cette image, en fait, que j'ai imaginée et qui me parle bien, c'est celle du canard. Au-dessus de l'eau, tout va bien, c'est notre leader. Tout est sous contrôle, je gère. Et en dessous, dans le bureau du coach, rien ne va plus là, on va droit dans le mur, je suis usée, j'en peux plus d'être parfait. Je voudrais vous raconter un autre exemple inspirant en quelques secondes. Là, c'est Arne Sorenson. Arne Sorenson, en termes de vulnérabilité, on n'a pas fait mieux, on va dire. Je ne sais pas, en tout cas, il est un bon exemple. Arne Sorenson, c'est l'ancien PDG des hôtels Marriott. Il a géré cette entreprise pendant 9 ans. On est en 2020, début du Covid, plein confinement. Les hôtels rentrent en crise profonde et ce PDG décide de son plein gré de lancer une vidéo de 6 minutes à ses collaborateurs, à ses clients, dans lequel il dit cette citation. Je peux vous dire que j'ai jamais eu de moment plus difficile que celui-ci. Je peux vous dire que c'est dur pour moi de dire à des associés hautement qualifiés comme vous que, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais qui sont le cœur de cette entreprise, que vos rôles vont être affectés, et tout ça échappe à mon contrôle. Voilà. Tous ses collaborateurs lui ont déconseillé de faire cette vidéo. Il l'a fait quand même. Il l'a fait. Et ce qu'a retenu l'histoire de ce grand homme, c'est son authenticité. Et Arne Sorenson est décédé 1 an plus tard parce qu'il a géré tout ça en étant traité pour un cancer. Il y en a un autre qui commence à bousculer un petit peu les idées reçues et que j'admire beaucoup. Je vous conseille de lire son livre, L'entreprise, une affaire de cœur. C'est Hubert Joly. Hubert Joly, très disruptif par rapport au système actuel. Ça a été le PDG de Best Buy aux États-Unis et lui, il a choisi, alors il était en grande difficulté aussi, ce groupe, il y avait Amazon qui menaçait de faire s'écrouler complètement l'entreprise et il va faire le choix différenciant de tout miser sur l'authenticité et sur l'humain pour la redresser. Il fait un choix courageux. Il y a un plan de sauvetage de la boîte. Son comité exécutif lui déconseille de publier le plan, surtout pas, tu vas démotiver toutes nos équipes, tu vas tout démotiver, fais pas ça. Il est leader, il fait le choix inverse et il dévoile le plan de sauvetage et les difficultés de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat, c'est que ses collaborateurs, ils se sont sentis respectés, consultés et remotivés malgré les difficultés pour essayer de redresser la boîte, faire du mieux qu'ils peuvent avec la relation client pour être aux côtés de ce leader. Et je l'aime beaucoup parce que, comble de l'humilité, c'est un leader qui a su se faire appuyer par un coach pour devenir, dit-il, un meilleur dirigeant. Voilà, il n'a pas hésité à demander le feedback de ses équipes pour savoir ce qu'il pouvait améliorer chez lui. Donc là, on a vraiment un leader authentique. Plus souvent, on voit des leaders qui nous disent vous voulez pas aller coacher là mes équipes parce qu'ils ont besoin d'améliorer leur relationnel, leur communication, leur performance. Mais eux, ils n'ont pas besoin. Voilà. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Je n'ai pas voulu rentrer dans la technicité, mais je vous ai préparé 3 petites boîtes à outils que je vais vous laisser consulter sur comment faire, en fait, comment d'un point de vue opérationnel, on peut accompagner nos leaders avec, par exemple, des questions puissantes qui peuvent les aider à réfléchir, les faire entrer peut-être dans un silence ou en tout cas dans une réflexion. Je vous laisse les lire. Il y en a une qui est particulièrement forte, qui est la 4. Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous? Ce n'est pas une question que vous allez poser en début de séance en attendant la réponse. Vous attendez plutôt la fin de votre séance, puis vous le laissez réfléchir longtemps, parce que ça remue beaucoup, ce genre de questions, mais ça a l'avantage d'aller au fond des choses. Qu'est-ce que vous êtes vraiment? Qui vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Une question forte aussi. Je vous ai préparé aussi des outils. Donc, 10 outils clés autour de la connaissance de soi, autour de la communication, autour de les grilles de personnalité. Vous les connaissez, la grille des valeurs, les besoins, les talents, les styles de leadership qu'on peut utiliser malgré tout pour
justement se positionner pour arriver à trouver son équilibre. L'appreciative inquiry qui nous invite à raconter une histoire de façon positive. Et le voyage du héros, c'est toutes les techniques de storytelling dont j'ai parlé dans mon premier bouquin, Coaching en communication, qui nous invite à améliorer sa communication en restant authentique. C'est vraiment toujours ça qui est important, pas tomber dans une communication fake, mais rester authentique. Et c'est possible. Et puis l'ikigai, c'est cette méthode fabuleuse japonaise. Et puis je vous ai préparé une petite bibliographie. J'en ai mis que 4. Alors, Authentic Leadership, c'est le livre de Bill George dont je vous ai parlé. Leadership authentique, c'est mon bouquin. Et puis, je ne sais pas, ils sont là. Ouais. Entreprise, une affaire de cœur, Hubert Joly. Et le classique Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle. Je trouve que c'est des livres qui peuvent être éclairants et en tout cas vous aider à cheminer. Pour conclure, je voudrais juste dire ça, c'est que il faut peut-être se méfier aussi de tout ce que renvoie l'inconscient collectif quand on associe spontanément le mot pouvoir avec le mot manipulation. En fait, on contribue tous à faire exister cette réalité. Si on associe pouvoir à une idée négative, faux self, manipulation, quelque part, on attire inconsciemment cette réalité. C'est la même chose qui se passe pour nos clients. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Donc, je pense que les dirigeants doivent apprendre justement à faire le chemin pour construire leur propre toile de leadership, leur leadership authentique, qui sera forcément différente de celle du voisin. Et c'est un de nos magnifiques rôles à nous, les coachs, de les aider dans ce chemin. Une qui a réussi à faire ça, c'est Michelle Obama, First Lady. Rebecca Walker disait d'elle, elle n'a pas laissé le rôle la définir, elle a défini le rôle. Je trouvais ça très parlant par rapport à notre problématique. Et puis voilà, oser être un leader authentique, c'est oser prendre sa place en toute humilité. Et je crois, pour terminer, que l'humilité est aussi importante pour un coach que pour un leader. Je ne crois pas qu'on a besoin de grands sachants comme leaders. Je crois qu'on a besoin de leaders authentiques, humains, au service de la performance, au service des autres. Et celui qui l'a très bien dit, je lui donne le mot de la fin, c'est Nelson Mandela. 27 années en prison avant de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il dira ceci, si vous voulez la coopération des humains autour de vous, vous devez leur faire sentir qu'ils sont importants et vous le faites en étant authentique et humble. Voilà, je vous remercie. Je vais m'arrêter. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, de ce cheminement avec moi. Merci pour votre participation, vos commentaires, et j'aimerais pouvoir continuer à échanger avec vous. Donc là, vous avez tous les moyens de me joindre. N'hésitez pas à m'envoyer un contact LinkedIn que j'accepterai avec grand plaisir. Un grand merci Séverine pour cette belle présentation authentique, inspirante et pragmatique. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Alors Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également membre ICF Tunisie et experte du pôle événements chez ICF Synergie. Bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? Bonsoir Séverine, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et synergies. Il y a eu effectivement énormément de commentaires suite à tes questions, donc Séverine, et beaucoup de remerciements. Là, je peux lire de la part de Caroline, inspirante et pragmatique. Oui, Béatrice dit merci pour les mots et messages justes de ce beau webinaire. Un tout grand merci, effectivement inspirant de la part de Monique. Énormément de remerciements de Virginie. Bravo Séverine. Vraiment énormément de remerciements. Merci passionnant Caroline. Merci inspirant et guidant de Linda. Merci, j'ai passé un merveilleux moment d'Adéline. Donc vraiment ça on a énormément. Alors en effet, il y a Caroline qui nous dit super aussi d'être cette présentation en créant du lien avec nos gestes professionnels. Ça s'enchaîne. Merci, j'ai passé un merveilleux moment. Taoufik, merci, reconnaissant pour le partage. Alors formidable, absolument inspirant, nous dit Béatrice. Ça s'enchaîne, c'est incroyable. Les synergiens, vous êtes
incroyable. Donc voilà, beaucoup d'amour de la part des synergiens et de reconnaissance pour ce webinaire. Merci Nefissa. Alors vous avez des questions à poser à Séverine Gis, rendez-vous sur LinkedIn. Alors elle vous l'a dit, hein, invitez-la sur LinkedIn. Vous pouvez aussi inviter Nefissa, inviter les membres de l'équipe, les autres orateurs. Et si vous ne m'avez pas dans vos contacts, ben, pourquoi pas invitez-moi également si vous me trouvez, bien sûr. Hein. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour avoir une compréhension plus fine, pour faire en sorte que vous puissiez accompagner les leaders authentiques et comment accompagner vos clients dans cette direction. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter également nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout. Vous savez comment faire et vous savez comment nous faire plaisir. Vous partagez ça partout. Et si vous avez des questions à poser à notre oratrice, vous mettez un petit commentaire sous la vidéo. Si vous voulez être informé de la mise en ligne de nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie. Je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, authenticité. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Séverine, je te laisse le mot de la fin. Un grand merci à tous, un grand merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Je pense ma profonde conviction, c'est qu'on a tous ensemble, tous les coachs, un rôle à jouer dans ce contexte qu'on est en train de vivre, une sorte de révolution, une transformation des mentalités, et que si on est des dizaines main dans la main à agir, à accompagner comme ça les leaders vers leur authenticité, on pourra petit à petit faire en sorte que ces leaders soient plus alignés et donc, par effet de rebond, par effet systémique, que leurs équipes soient plus alignées, soient plus en phase et contribuer comme ça, en mettant chacun sa petite pierre à l'édifice, à rendre ce monde meilleur. C'est ma vision optimiste et idéaliste. C'est pour ça que j'ai fait ce film que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas, il est fait pour vous. Donc, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Merci Séverine, merci Nefissa, merci à vous toutes et tous. Au revoir.